Chers collègues, Monsieur Kobinski, nous entamons aujourd'hui les travaux, et vous êtes le premier auditionné, de cette commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Énergie des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France. Dans ce cadre, nous entendons aujourd'hui M. Philippe Kobinski, docteur en sciences politiques et plus précisément en relations internationales. Vous êtes chercheur et enseignant à Sciences Po au sein du Master International Energy de l'École des Affaires internationales. Vous êtes également consultant sur les questions énergétiques internationales. C'est au titre de votre expertise concernant les questions énergétiques mondiales que vous êtes aujourd'hui auditionné par notre commission. Vous êtes notamment l'auteur d'un ouvrage sur le pétrole, ressources stratégiques. Dès lors, vos éclairages concernant la production et la consommation d'hydrocarbures à l'échelle mondiale nous seront évidemment précieux. Avant de passer aux questions et aux débats, je regrette d'avoir à faire des rappels toujours un peu particuliers sur les règles. Il me revient de vous indiquer, premier élément, que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat. La vidéo sera le cas échéant diffusée sur les réseaux sociaux, puis consultable en vidéo à la demande. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu public. Je rappelle en outre qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Avant de vous céder la parole, je vous invite, ce que nous ferons pour tous les intervenants, à nous préciser si vous détenez des intérêts de toute nature dans le groupe Total Énergie ou des intérêts dans l'un de ses concurrents dans le secteur de l'énergie. Bonjour, merci. Non, je confirme, je n'ai aucun intérêt d'aucune sorte. Parfait. Eh bien, ce n'est pas terminé pour autant. Je vous invite maintenant à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure, ça suffit. Pardon, d'accord. Après, on va pas... Bon. Eh bien, nous allons maintenant passer au questionnement. Alors, vous avez reçu d'abord, je pense, un questionnaire par écrit. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une intervention préalable de 10-15 minutes, si vous le voulez bien. Ensuite, le président et le rapporteur, puis l'ensemble des membres de la commission vous poseront les questions nécessaires. Donc, vous avez la parole tout de suite, M. Kobinski. Parfait, merci beaucoup. Juste une question pratique. Comment puis-je faire pour passer? D'accord. Donc, merci pour votre invitation, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Je suis très honoré de pouvoir parler ici devant vous. J'ai été présenté, donc je ne vais pas répéter les choses. Je suis effectivement, j'ai une expertise sur les questions pétrolières, énergétiques en général, dans une approche politique, géopolitique, économique, sociale également. Tout ça pour dire que je n'ai pas forcément d'énormes compétences juridiques sur ces questions-là. Donc peut-être qu'un certain nombre de réponses, je ne pourrai pas y répondre. Je tiens également à dire que j'interviens ici évidemment en mon nom propre et en aucunement de la part des institutions pour lesquelles je travaille. J'ai préparé effectivement une petite courte présentation avec, voilà, c'est magnifique, ça se fait quand même, au fond, 5 questions qui me semblent importantes de pouvoir répondre et j'imagine qui peuvent vous être utiles pour vous éclairer par rapport à la question de cette commission d'enquête. Pourquoi le pétrole est stratégique? Comment s'organise le marché du pétrole, peut-être aussi du gaz? C'est un petit peu des énergies cousines. Est-ce qu'on va manquer de pétrole? Est-ce qu'on peut s'en passer? Et que peut faire le législateur par rapport à l'urgence climatique? Alors, première question, pourquoi est-ce que c'est une ressource stratégique?
mon premier slide, vous montre l'importance du pétrole dans le mix dans le mix énergétique mondial. C'est pas passé, mais le pétrole est en vert. C'est 31% de l'énergie qu'on consomme. Donc c'est important. Le charbon en gris et le gaz en rouge, c'est tous les deux autour de 25%, grosso modo. Mais ce qui fait l'importance du pétrole, c'est pas tellement cette part relative, qui, comme on le voit, est en train de diminuer, que le fait que c'est un produit qui a de multiples avantages. C'est très pratique, c'est abondant, c'est en réalité assez peu cher à produire. Il y en a beaucoup et ça peut servir à tout. Et slide suivant, pendant longtemps, et en tout cas dans les années 50, 60, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a effectivement servi à tout, c'est-à-dire c'était aussi bien utile dans l'industrie, dans le transport, dans le chauffage, dans la production d'électricité. Puis, je ne vais pas faire l'histoire, mais les chocs pétroliers et les crises pétrolières des années 70 ont rebattu un petit peu les cartes et on a progressivement réservé le pétrole pour le seul usage pour lequel il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire le transport, et on voit que dans le transport, c'est en grande partie le pétrole routier, le transport routier, en vert sur le graphique, qui est l'aspect le plus important. La navigation, l'aviation, c'est nettement moindre. Et vous voyez tout en haut du graphique la part relativement importante des usages non énergétiques. Le pétrole, c'est aussi une ressource, une matière première fabuleuse qui permet de fabriquer des objets en plastique. Alors si on les jette dans la nature, c'est problématique, mais en soi, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Les générations futures nous prendront pour des sauvages d'avoir brûlé avec autant de passion cette ressource aussi cruciale. Donc le pétrole, son côté stratégique, c'est parce qu'on en a besoin pour la mobilité. 90% du transport, c'est grâce à du pétrole, et le pétrole, comme on le voit sur le graphique, c'est essentiellement, c'est le débouché essentiel du pétrole. Sans pétrole, pas de guerre moderne. Alors, on peut faire des génocides à la machette, tuer des gens, on peut le faire sans pétrole. Mener une guerre du genre la guerre en Ukraine, il faut du pétrole. Même des guérillas du genre les islamistes au Sahel, il faut du pétrole. Et donc cet aspect stratégique dont on s'est rendu compte à la Première Guerre mondiale, c'est ce qui fait aujourd'hui la particularité du pétrole. Alors, je ne sais pas. Ça ne télécommande pas. Non. Alors, slide suivant, si vous voulez bien. Alors, l'organisation du marché du pétrole, slide suivant, première chose à savoir, c'est que comme c'est indispensable pour le transport, tout le monde en a besoin. Et en gros, plus vous avez une population importante et plus vous êtes riche, plus vous consommez de pétrole. Et on voit la consommation importante des États-Unis, c'est 20% de la consommation mondiale, sachant qu'ils sont 5% de la population. Les Chinois, deuxième gros consommateur, et puis les Européens, c'est aussi assez important. Slide suivant. Mais quand on voit les évolutions, on voit que les États-Unis, ça stagne depuis les années 80. L'Europe, ça a plutôt tendance à diminuer. Le Japon, ça diminue franchement. Et l'essentiel aujourd'hui, depuis ces 20-30 dernières années, de la croissance du marché du pétrole, c'est les pays émergents et en particulier la Chine qui occupe vraiment une place très très importante. Pour avoir un ordre de grandeur, la production et donc la consommation mondiale de pétrole, c'est autour de 100 millions de barils par jour, MBJ. Les États-Unis, la Chine et l'Europe, c'est 50% de ce volume. Slide suivant. Ça, c'est la consommation. Tout le monde en consomme. Pas tous les pays, slide suivant s'il vous plaît, n'en produisent. Non, là, ça c'était la précédente. Ouais. Alors, ça fonctionne. Ouais. La prochaine. Super, merci. Ça, c'est la production. Ce qu'on voit quand même, c'est que, il y a 3 gros producteurs qui sont
qui sont les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite. À eux trois, c'est un tiers de la production mondiale. Mais on voit qu'on produit aussi beaucoup, enfin globalement dans le Golfe Persique. Et puis après, oui, le Canada, le Brésil, la Chine, le Nigeria sont aussi des producteurs pas négligeables. Alors si vous avez la consommation d'un côté, la production de l'offre, vous avez un marché. Et une chose vraiment importante à comprendre, c'est qu'on est un marché qui est globalisé et qui est libéralisé. Autrement dit, toute la production est disponible sur un marché, tous les acheteurs ont le même marché et le même accès au marché. Si vous voulez un baril de pétrole aujourd'hui, il vous faut 75 $. Ni plus ni moins, il ne vous faut pas une multinationale pétrolière, il ne vous faut pas une armée puissante, il vous faut juste payer le prix. L'offre supply ici, c'est pas les pays qui mettent qui produisent le pétrole, ce sont bien des compagnies. Et ces compagnies, il y en a de plusieurs types. Les premières, c'est ce qu'on appelle les National Oil Companies, les compagnies nationales dans les pays producteurs. C'est des très gros producteurs. Les compagnies internationales privées du genre Total Energy, une autre catégorie. Et puis vous avez une myriade, vraiment des milliers de petites, moyennes compagnies qui participent aussi à l'approvisionnement. Donc ces flèches, ce sont ces grandes compagnies. Pour vous donner un ordre de grandeur, Saudi Aramco, ils sont en monopole sur la production en Arabie Saoudite, donc c'est entre 10 et 12 millions de barils par jour. Ouais, je suis bloqué. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit 100 millions de barils par jour de consommation, de production mondiale. Les grosses compagnies, les plus grosses, Saudi Aramco, ça produit une dizaine de millions de barils par jour. Total, c'est 1,5. Et si on prend les grosses compagnies du genre Total, BP, Shell, etc., la grosse demi-douzaine de compagnies, c'est à tout casser 10% de la production mondiale. C'est pas beaucoup plus. Est-ce qu'on va manquer de pétrole? Alors là, la réponse va être très simple. Je peux développer en question si vous le désirez. La réponse est non. On a du pétrole beaucoup plus qu'il n'en faut. Des grosses réserves. À noter sur cette carte quelque chose d'intéressant. J'ai dit tout à l'heure, le premier producteur, c'est les États-Unis. C'est pas eux qui ont forcément les plus grosses réserves. C'est une beauté du marché du pétrole. C'est un non-sens économique, la production de pétrole, au sens où on produit prioritairement là où il y a peu de réserves et où c'est très cher, aux États-Unis par exemple, et on limite la production là où il y en a beaucoup et que ça coûte pas cher, par exemple en Arabie Saoudite. Et donc ça rappelle que le marché du pétrole, c'est un marché au sens économique du terme. Il y a aussi beaucoup de politique derrière. Et en réalité, les réserves, je peux expliquer pourquoi, je ne vais pas le faire dans ma présentation, mais elles ne cessent d'augmenter. On n'arrête pas d'augmenter la production et les réserves augmentent, que ce soit pour le pétrole ou sur le gaz. Donc nous, on ne va pas manquer de pétrole. Le vrai problème du pétrole, c'est le climat. Il faut qu'on sorte de la consommation de pétrole, pas parce qu'il y a un risque d'en manquer, mais parce qu'il y a une urgence climatique. Il y a des scénarios qui sont faits pour savoir est-ce que c'est possible. L'organisme qui fait probablement référence en la matière, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Alors, il ne fait pas des prévisions, il fait des scénarios. Et ces scénarios, excusez-moi. Ces scénarios, c'est le premier steps, c'est en tenant compte des politiques publiques qui sont actuellement en œuvre. Qu'est-ce que ça va donner à l'horizon 2050? Et on voit que ça baisse, surtout pour le charbon, un peu moins pour le pétrole et le gaz naturel. On peut plutôt dire que ça stagne à politique constante. Si on regarde le deuxième scénario, c'est les promesses qui ont été faites par les pays en matière de transition énergétique, notamment dans le cadre des accords de Paris. Là, c'est déjà plus ambitieux. On voit que ça baisse partout, le charbon, le pétrole, le gaz. Et le dernier scénario,
Net Zero Emissions, c'est ce qu'il faudrait faire, le parcours qu'il faudrait avoir pour respecter les accords de Paris et donc limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. On est très loin par rapport aux politiques qui sont actuellement suivies et même par rapport aux promesses qui sont faites de ce qu'il faudrait faire. Mais quoi qu'il en soit, ça baisse et c'est globalement remplacé par des renouvelables et du nucléaire. Je vous passe ça. Il y a d'autres organismes qui font des prévisions. Ça, c'est Bloomberg, par exemple, qui fait aussi des scénarios. Ça a globalement la même tête. Hein. Ils font des hypothèses un petit peu différentes sur le captage, la possibilité de capter le CO2, l'utilisation de l'hydrogène, etc. Mais la philosophie est la même. Le pétrole, l'usage du pétrole, du gaz, du charbon va baisser et ça va être remplacé par, en fait, une électrification et, dans certains cas, autre chose. À noter que dans le plus mauvais scénario par rapport à la transition climatique de l'AIE, c'est ce scénario-là où ça stagne. Mais à noter que si on regarde comment les choses évoluent, ça c'est les différentes prévisions qui ont été faites au cours de ces 5 dernières années par rapport à l'évolution du gaz. Cette année-ci, ils considèrent que ça va stagner. Il y a encore 5 ans, ils pensaient, étant donné les politiques qui étaient applicables à l'époque, que ça allait augmenter et pas un peu. Hein. Donc c'est quelque chose qui évolue très vite. Le net zéro, il n'évolue pas. Ça, on sait qu'on doit baisser quasiment à zéro. Les politiques publiques qui sont mises en œuvre, elles évoluent assez rapidement. Je vais rapidement, mais une chose importante, le gaz, le pétrole, le charbon, ça baisse. C'est remplacé pas tant par des économies d'énergie, alors si une meilleure efficacité énergétique, mais globalement, l'AIE considère que dans les 30 prochaines années, 25 prochaines années, on va globalement consommer la même chose. C'est juste que le mix énergétique sera différent et on va surtout avoir recours à de l'éolien, du solaire, un peu de nucléaire et d'autres énergies. Alors ça peut être de la biomasse par exemple, enfin des bioénergies, qui posent problème aussi. Le vrai défi, c'est l'électrification, hein, que ça soit l'électrification dans l'industrie pour arrêter de consommer du charbon, dans les buildings pour arrêter de consommer du gaz qu'on utilise surtout pour du chauffage, et le pétrole donc dans le transport. Et c'est possible, pas de tout électrifier, et la partie blanche qu'on ne peut pas électrifier, les solutions, c'est essentiellement l'hydrogène et les biocarburants. Un mot sur l'électrification de l'automobile. On est en train de vivre une vraie rupture technologique, sociétale. Ça, c'est les ventes de voitures neuves en France le mois dernier. 30% des voitures vendues en décembre dernier en France, c'était des électriques, alors au sens de purement électriques ou hybrides rechargeables. Ça va très vite. Le modèle, en l'occurrence, c'est la Norvège. La Norvège, il y a quasiment plus de diesel et d'essence qui sont vendus. On est à plus de 90% électrique ou électrifiable. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça va très vite. Et en moins de 7-8 ans, ils sont passés de quelques pourcents à un parc automobile. Alors, ce n'est pas le parc automobile, c'est les ventes automobiles. Hein. Après ça, il y a la flotte automobile qu'il faut remplacer petit à petit. Mais quoi qu'il arrive, on considère que la tendance générale, et pas seulement dans les pays riches, dans les pays, dans l'ensemble du monde, ça va vers une électrification plus ou moins rapide selon les scénarios. La Chine est largement en avance maintenant sur l'Europe, les États-Unis plutôt en retard, mais c'est quelque chose qui va se faire. Alors avec la nécessité aussi de gérer tous les rebuts qu'on envoie aujourd'hui en Afrique ou dans les pays en développement et qui vont
continuer à polluer. Mais à nouveau, c'est pas l'Afrique aujourd'hui qui consomme du pétrole, donc c'est pas les grandes masses, c'est pas sur ça qu'il faut agir. On voit que quel que soit le scénario, en gros, on décarbonise et on électrifie surtout le transport routier. Ici, c'est beaucoup plus compliqué pour le maritime et l'aviation, je peux en dire un mot, mais c'est pas avant 2040 qu'on va commencer à voir des changements, et ça repose quand même sur des technologies qui, pour le moment, sont au niveau de l'expérience. L'hydrogène, par exemple, pour les avions et les bateaux, et même les biofuels, on en a encore très très loin de la phase industrielle. Ah oui, peut-être juste un mot à noter que plus on va vite dans la réduction de la demande, plus on considère que la baisse du prix du pétrole va se faire rapidement. Dans une perspective de justice sociale, où ce sont les plus pauvres qui vont probablement mettre le plus de temps à électrifier leurs véhicules, c'est quelque chose d'assez important à avoir en tête. Je vous ai mis des chiffres que je ne vais pas commenter si vous êtes plus intéressé en détail par les prédictions, enfin les scénarios de l'AIE. Alors, qu'est-ce que peut faire le législateur dans ce contexte? On peut jouer sur l'offre, c'est-à-dire voir où vont les investissements. Alors, les investissements aujourd'hui, ils se font en fait majoritairement dans les renouvelables pour la production d'électricité. Alors, l'amont pétrolier et gazier, ça occupe quand même toujours une part importante, mais la tendance, c'est qu'on investit de plus en plus dans le renouvelable et dans les solutions électriques, et de moins en moins dans les énergies fossiles. Les montants qui sont investis sont quand même assez importants. On est depuis 10 ans, alors il y a le trou du Covid, mais sinon on est globalement à 100 milliards d'euros, de dollars d'investissement par an dans le charbon, le gaz naturel, le pétrole. Et ça prend en compte la production, le transport, le raffinage, enfin toutes les infrastructures nécessaires, etc. Mais 100 milliards quand même par an, 1000 milliards d'euros par an dans le secteur. Alors, à contrario, donc ça stagne pour le pétrole et le gaz, ça augmente très clairement pour les énergies propres. L'AIE considère clean energy, que le nucléaire est une clean energy. Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur la nomenclature, mais pour information, dans leurs statistiques à eux, ils le considèrent comme ça. Total et les grandes compagnies pétrolières, elles produisent quand même encore, elles investissent surtout dans du pétrole et du gaz. Sur 20 milliards d'investis, donc total, ils investissent 20 sur un total de 1000. Et dans ces 20, il y en a 16 pour le pétrole et le gaz, 4 pour d'autres solutions bas carbone. Dans le cas de Total, c'est essentiellement de l'énergie solaire aux États-Unis et en Inde. Est-ce que Total est pire ou meilleur que les autres? Bon, une manière de regarder, c'est ça. Total, comme toutes les autres grandes compagnies internationales, ils ont un code de conduite très strict, ils ont une politique de RSE très développée exactement. En pratique, ça ne les empêche d'investir nulle part. Il n'y a aucun pays quasiment où vraiment ils se disent c'est pas possible. La corruption en Angola, c'est pas un obstacle. La guerre civile en Libye, c'est pas un obstacle. La nature du régime en Birmanie, c'est pas forcément un obstacle non plus. Les seules exceptions, c'est lorsqu'il y a des sanctions. Total est parti de Russie, un peu à reculons, mais parce que c'est une obligation légale. Et puis lorsqu'ils sont directement attaqués. Au Yémen, ils sont partis parce que c'était juste plus possible de continuer à travailler. En Mozambique, c'est compliqué également, donc c'est ça qui les fait partir. C'est pas les droits de l'homme, c'est pas la stabilité politique du régime, c'est pas les éventuels problèmes environnementaux, etc., etc. Les compagnies ont quand même des choix qu'ils peuvent faire pour faire plus ou moins bien leur métier. Ils peuvent choisir quel type de produit ils décident d'investir.
le pétrole et le gaz, c'est pas tout la même chose. Il y a des pétroles qui sont nettement plus problématiques d'un point de vue environnemental. Le gaz, c'est déjà mieux. Et Total fait à peu près moitié-moitié gaz et pétrole. Et plutôt pas, n'investit plutôt plus dans les pétroles les plus problématiques. Je pense par exemple au sable bitumineux au Canada. Les techniques de production peuvent aussi varier. Par exemple, la fracturation hydraulique est plus problématique que des techniques de production normales. Et puis, il y a tout ce qui sont les meilleures pratiques de l'ensemble des acteurs sur le torchage, le fait qu'on brûle du gaz à la sortie d'un puits de pétrole. C'est de la pure perte économique, environnementale, énergétique. Les fuites de méthane, c'est quelque chose de très très problématique aussi dans l'industrie. Il y a des entreprises qui sont plus regardantes que d'autres. Mais à nouveau, Total, c'est 1,5% de la production mondiale. Si on prend les grandes entreprises européennes sur lesquelles les législateurs français et européens peuvent espérer légiférer, c'est entre 5 et 10%, alors selon qu'on prend les Anglais et les Norvégiens avec nous. C'est pas là-dessus qu'il y a un vrai levier pour changer et pour accélérer la sortie du pétrole et du gaz. Il faut jouer sur la demande. Et la demande, c'est d'ailleurs ce que Total dit. Total dit, moi, je réponds à la demande. Si je produis du pétrole, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent me l'acheter. Et ils n'ont pas tort. Effectivement, c'est sur la demande, c'est la demande qu'il faut réduire, à la fois la quantité d'énergie qu'on utilise et puis le type d'énergie qu'on utilise. Et là, le législateur a la possibilité de fixer des normes, d'utiliser l'instrument fiscal, donner des subsides pour les bonnes pratiques, ou la bonne technologie, ou au contraire taxer les mauvaises pratiques et les mauvaises technologies. Alors, sachant que les taxes, on le voit encore aujourd'hui, c'est socialement très problématique. Il y a une vraie question de justice sociale à prendre en compte. Mais en même temps, et on l'a vu en 2022-2023, le prix, c'est le meilleur instrument pour orienter la consommation. Quand le prix du gaz a augmenté à cause de la guerre en Ukraine, les gens ont arrêté de consommer du gaz. On s'est abaissé de 20% parce que le prix s'est envolé. Et c'est quand même là-dessus qu'on peut jouer. L'État peut aussi investir dans des infrastructures pour orienter la consommation, le type de consommation, et puis peut faire un effort sur soi-même. L'État pourrait décider qu'en 2025, tous les nouveaux achats de véhicules devraient être basse émission. C'est pas difficile à faire. Alors voilà, il y a un problème économique, mais c'est un problème qu'on demande à tout le monde. Maintenant, rien n'empêche de, en parallèle, taxer certaines choses. Le carburant pour aviation n'est pas taxé. On se demande bien pourquoi. Il n'y a pas de TVA sur les tickets d'avion. On se demande bien aussi où est la logique, sachant que ça profite plutôt aux classes aisées et que l'avion, c'est vraiment le pire truc en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les entreprises, il faut aussi les cibler, elles. Les transporteurs routiers, les taxis, il faut les aider dans cette transition. Et à nouveau, on peut les aider avec la carotte ou avec le bâton. C'est selon. Plus c'est intelligent, plus on a de chances que ça fonctionne. Et puis surtout, les ménages, c'est eux les consommateurs finaux. Et c'est vraiment, il y a un enjeu énorme pour que le législateur prenne les bonnes mesures pour accélérer cette transition, ce changement de mode de vie, pour privilégier les transports en commun par rapport à la voiture, privilégier une voiture électrique par rapport à une voiture à essence, privilégier les petits véhicules par rapport aux gros SUV. Tout ça, c'est quelque chose que le législateur peut pousser dans un sens ou dans l'autre. Je m'arrête là. Je vous remercie. Je suis à votre entière disposition. Parfait. Pour des questions. Ce que je vous propose, c'est d'abord que le rapporteur vous pose une
batterie de questions et ensuite je me tournerai vers chacun de nos collègues. Étant entendu que questions courtes, réponses précises, ce sera l'idéal si on veut pouvoir avancer. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment pour votre présentation qui commence à nous donner un cadre sur le pétrole. Vous avez mentionné plusieurs choses y compris du fait de votre expertise. J'aimerais vous interroger premièrement sur, au fond, cette géopolitique du pétrole dans un monde où l'accaparement des ressources est un enjeu stratégique absolu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi des risques de stabilité, des risques de tension, que ce soit à l'échelle internationale comme à l'échelle des pays, cette économie du pétrole génère ou implique? Vous avez mentionné, et vous avez dans vos écrits pas mal développé sur ce qu'on a pu appeler en économie la malédiction du pétrole. C'est-à-dire qu'au fond, cette ressource qui peut apparaître comme un enjeu ou un potentiel d'enrichissement, pour beaucoup de sociétés, ça a créé beaucoup de malheur et pas beaucoup de démocratie. Et donc il y a ce premier bloc qui est, il y a une géopolitique du pétrole qui est aussi une géopolitique du risque, à tout point de vue, encore une fois, dans les États comme au niveau international. Le deuxième point sur lequel vous êtes moins intervenu également, c'est la rentabilité considérable de l'économie du pétrole. Vous avez mentionné 75 $ le baril. Au fond, à ce rythme-là, cette économie est extrêmement rentable et n'a, de fait, quasiment aucun intérêt à changer, à évoluer. Dans un monde où l'Agence internationale de l'énergie recommande de stopper tout nouveau projet pétrole, gaz, charbon, comment, au fond, on articule cette extrême rentabilité de l'économie du pétrole et évidemment la nécessité d'en sortir. Dernier point, vous avez parlé de Total Energy. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu un certain nombre de rapports, on le verra au cours des auditions, qui disent que Total Energy est un des groupes qui investit le plus sur le pétrole, le gaz, y compris dans des zones difficiles. Quel est, au fond, au-delà de ce que vous avez dit sur les leviers de demande, vous avez repris l'argument de Total, qui est de dire, au fond, moi, je fais que répondre à la demande. En réalité, c'est quand même un jeu entre l'offre et la demande. Je veux dire, plus on ira chercher du pétrole et plus on le rendra pas cher, disponible, abondant, et moins il sera facile d'en sortir. Donc, sur ces trois aspects, j'aimerais vous entendre. D'accord. Je vous remercie. Alors, sur le premier point de géopolitique du pétrole, oui, il y a une géopolitique du pétrole parce que le pétrole, c'est un bien qui est nécessaire à tout le monde, et en particulier aux grandes puissances, puisque c'est une condition pour pouvoir faire la guerre, pour pouvoir être intégré au commerce. Et donc, il revient à tous les gouvernements de s'assurer du bon approvisionnement de l'économie en pétrole. Ce que l'histoire nous montre, et je pourrais remettre les cartes, mais ce n'est pas forcément utile, il y a des pays qui s'en sortent très bien, sans avoir une goutte de pétrole. Le Japon, Taïwan, la Corée, la France, l'Allemagne, tout ça, tous ces pays se sont assez bien industrialisés, sont devenus riches, sont devenus puissants, sans pétrole. Ce qui compte, ce n'est pas de contrôler de la production, c'est d'assurer la sécurité des flux d'approvisionnement. Et là, il faut vraiment se mettre dans une logique d'un marché global libéralisé. Il y a un fantasme par rapport au pétrole, ça c'était vrai probablement il y a 50 ans. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui s'approvisionne en étant en relation privilégiée avec un pays producteur. Ça, c'était le schéma gaulien de la France en Afrique. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, on est sur un marché libéralisé. S'il y a du pétrole qui arrive en France, c'est parce que
on paye le prix, et ce prix-là, il est le même pour tout le monde, les Chinois, les Français, les Américains ou les Luxembourgeois. Il y a quand même une puissance qui est un petit peu particulière dans ce schéma, qui est les États-Unis. Les États-Unis ne cherchent pas à contrôler la production. La production, elle viendra de toute façon sur le marché. Hein. Ce que font les Américains, c'est d'essayer de... Enfin, ils font deux choses. La première, c'est d'essayer de libéraliser le marché au plus possible, c'est-à-dire de permettre aux compagnies pétrolières internationales, américaines ou autres, hein, c'est une pure logique libérale, au sens de l'idéologie libérale, que si on laisse les compagnies faire leurs petites affaires, on aura un optimum en termes d'allocation des ressources, c'est-à-dire on va produire le pétrole qu'il faut pour répondre à la demande. Et ça marche assez bien. Il n'y a plus que 2 pays dans le monde qui n'ont pas libéralisé leur domaine pétrolier. Alors, il y a des degrés qui sont différents, mais il n'y a que 2 pays où les compagnies pétrolières étrangères ne peuvent pas aller, c'est l'Arabie Saoudite et le Koweït. Dans tous les autres, y compris au Venezuela, où il y a des grands discours nationalistes, y compris dans la Russie de Poutine, où il y avait aussi des grands discours nationalistes, les entreprises étrangères sont plus ou moins le bienvenu, en Iran aussi, parce que ces pays ont besoin des capitaux étrangers, de l'accès à la technologie. La deuxième chose que font les Américains, c'est de sécuriser ce marché. C'est-à-dire d'être sûr que les flux voyagent bien depuis les pays producteurs vers les pays consommateurs. Et l'essentiel de ces flux se font par voie maritime. Les Américains, c'est la seule grande puissance qui a une présence navale sur l'ensemble des océans et qui peut, alors à la fois sécuriser les flux, ils le font aujourd'hui, enfin ils essayent de le faire en mer Rouge, ils peuvent aussi les interrompre. Ils pourraient très bien couper l'approvisionnement d'un pays. Tout le monde s'en accommode, sauf les Chinois, évidemment. Les Chinois, ils ont bien vu que ça leur posait un problème, et donc ils développent une stratégie différente. Mais la vraie géopolitique, elle n'est pas celle-là. Et on ne fait pas la guerre aujourd'hui pour s'accaparer du pétrole. Ça, c'est un fantasme. On pourra parler de la guerre en Irak en 2003. Le but, c'est pas d'aller contrôler les réserves pétrolières irakiennes. Elles sont de toute façon produites, quoi qu'il arrive. Le but, enfin, là où il y a un risque de guerre, pardon, c'est effectivement lié à la malédiction du pétrole, c'est-à-dire qu'on voit de manière très contre-intuitive que assez souvent, enfin, qu'il y a une corrélation, si vous voulez, entre le fait d'être très dépendant de la production de ressources naturelles, et en particulier énergétiques, pétrole, gaz, on pourrait dire uranium pour le Niger, et puis donc une corrélation négative entre cette dépendance à la production de ressources et le développement du pays. En gros, plus vous êtes dépendant de ces matières premières, votre économie dépend de ces matières premières, moins vous êtes développé. Alors, il y a des contre-exemples, et c'est évidemment là-dessus qu'on fantasme. Hein. Le Qatar, oui, il vit très bien grâce à ça. Mais à côté de ça, regardez le Venezuela, regardez l'Algérie par rapport au Maroc, regardez le Nigeria, regardez l'Angola, regardez même un pays comme le Mozambique. Avant même de commencer à produire, ils sont déjà en train d'avoir les contre-coups de ce qu'on appelle cette malédiction du pétrole. Et donc là, oui, il y a des guerres qui peuvent être générées du fait de cette production de pétrole, ou en tout cas une instabilité très importante, ça c'est tout à fait certain. La deuxième question était sur la rentabilité. Alors, oui, c'est extrêmement rentable, alors pas toujours. Hein. En Arabie Saoudite, ça coûte 5-10 $ de produire un baril, et puis ils le vendent 75. Aux États-Unis, où ils développent beaucoup de la production de pétrole de schiste, donc du pétrole non conventionnel, on est plutôt à 50, voire plus dollars. Donc la marge se rétrécit quand même. Depuis les années 70, la grande bataille, ça a été l'accaparement de cette rente pétrolière. Et dans les années 80, enfin 70 et 80, ce sont vraiment les États producteurs qui ont mis la main, surtout à l'OPEP, sur l'essentiel des bénéfices.
Alors, à nouveau, en augmentant leur dépendance, hein, l'Arabie Saoudite, ils sont très riches, mais ils ont besoin que le pétrole soit à 75 $ pour avoir un budget public équilibré. Sinon, ils ne s'en sortent pas. Et c'est un cas classique de malédiction du pétrole. L'Arabie Saoudite vit essentiellement du pétrole et a une population de gens qui ne travaillent pas réellement. Enfin, en tout cas, pas les locaux. Alors, quand vous êtes le Qatar et le Koweït, que vous êtes tout petit, vous pouvez vous permettre. Quand vous êtes l'Iran, ça marche déjà plus. Vous êtes quasiment 80-100 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas avoir tous ces gens oisifs. Au Nigeria, c'est une catastrophe. Ils sont 200 millions d'habitants et ils espèrent tous pouvoir vivre du pétrole. C'est pas possible. Et même l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, ils sont 30 millions. Leur système ne va pas durer comme ça ad vitam aeternam. Hein. Ils vont avoir un vrai problème d'ordre financier. Total, ou les grandes compagnies là-dedans, alors elles font beaucoup de bénéfices, et ces bénéfices qui sont très impressionnants en valeur absolue, si on les rapporte à leur chiffre d'affaires, c'est confortable, il n'y a pas de souci, mais ça n'a rien à voir avec les profits que font les Amazon, les Apple, etc. Hein. En termes de rentabilité du capital, les grosses compagnies pétrolières, ça marche bien, mais c'est pas là que se trouve le scandale, je dirais. Voilà. La dernière question ? C'était sur justement comment on sort de ces revenus et comment on incite les groupes à se réorienter vers d'autres énergies. Ouais. Donc toutes les grandes compagnies, c'est des compagnies privées. Leur but, ils ne s'en cachent pas, c'est de faire du bénéfice et de distribuer des dividendes aux actionnaires. Ils le disent clairement, et enfin, on peut trouver ça bien ou choquant, peu importe, c'est pas le débat, c'est ça qui les motive. La question, c'est il faut faire en sorte que $1 investi dans du pétrole rapporte moins que $1 investi dans des autres solutions. Et ça, c'est à travers la fiscalité, à travers des normes, que ça peut se faire. Toutes ces grandes compagnies, elles ont toute la prétention de devenir des compagnies non plus pétrolières, mais des compagnies énergétiques. Et elles connaissent très bien les graphiques de l'AIE, elles savent très bien. Donc toutes ces compagnies, elles sont centenaires. Elles savent parfaitement que si elles veulent toujours exister dans 100 ans, elles ne seront plus compagnies pétrolières, ça, il n'y a pas de doute. Donc, elles doivent aller là où va le marché. Et le marché, aujourd'hui, c'est de plus en plus, effectivement, des renouvelables. C'est pas sûr que ce soit ces compagnies-là qui vont toutes survivre, mais c'est celles qui s'y adaptent à cette évolution qui pourront survivre. Et à ce point de vue-là, les Européennes sont plutôt mieux que les Américaines, je dirais. Maintenant, à nouveau, la logique d'une compagnie, c'est la rentabilité. Et donc, il faut faire en sorte que soit la demande baisse, soit la rentabilité soit moindre. Et Total s'adaptera comme les autres. Merci. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite parce que je vous rappelle que nous avons une deuxième audition après. Alors, j'ai vu M. Tissot, M. Weber, qui d'autre ? Allez-y, allez-y. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. D'abord, merci pour vos propos liminaires et avec mes excuses pour m'être absenté quelques instants. C'est le télescopage des emplois du temps. Je devais intervenir en séance publique très rapidement. Moi, j'ai quelques questions rapides et très directes. Concernant Total, bien sûr, le projet Tilanga en Ouganda, du groupe Total, prévoit le forage de 400 puits de pétrole en bordure du lac Albert, et on sait que ça contraint l'expropriation de familles ougandaises et au dépôt du recours devant le tribunal judiciaire de Paris en juin 2023. Et pouvez-vous nous préciser les relations entretenues par le groupe Total avec le gouvernement ougandais? Est-ce que l'intérêt économique pour le pays est le seul facteur mis en avant? Et comment se positionne l'ambassade de France en Ouganda à ce sujet? Et ma deuxième question, l'Angola a récemment annoncé se retirer de l'OPEP. On sait que le groupe Total gère plus de 41% du marché du pétrole angolais. Quelles conséquences pourrait avoir ce retrait qui pourrait laisser penser à une réorientation économique et énergétique de la part de l'Angola? Ça rejoint un petit peu ce que vous nous disiez pour le groupe Total. Et à ce titre, pourriez-vous nous préciser les relations de Total avec l'OPEP?
Et une troisième question. Ah, non. Une question, 2 questions, mais 3, là, je vais bloquer les autres. Bon, c'est la première audition, donc il faut qu'on se calme. Ah oui, mais il va falloir se mettre au rythme. Allez, 2 questions, c'est déjà bien, monsieur. Alors, sur l'Ouganda, je ne connais pas les détails du projet et donc je ne suis pas capable de le juger. De manière évidente, un groupe comme Total, et à nouveau, c'est dans la logique des grandes entreprises, il n'est pas là pour faire le développement de l'Ouganda, il est là pour faire du business, et il le fait dans le cadre des contraintes réglementaires qui lui sont données. Le problème, c'est qu'en Ouganda, les normes environnementales, les normes de sécurité, les normes sociales sont soit faibles, soit inexistantes. Et donc, sur cette question alors, de l'Ouganda ou des pays en développement en général, l'important, c'est de légiférer dans un cadre transnational, c'est-à-dire faire en sorte que les acteurs qui sont sur le marché européen parce qu'ils sont originaires ou parce qu'ils sont actifs sur le marché européen ou sur l'OCDE, ça peut être n'importe quel cadre, soient contraints de respecter les mêmes normes ici que là-bas, enfin, ou là-bas que ici. Et Total le fera. Total se met en règle avec les règles. Ils sont pas plus vertueux que ça. Ils vont pas faire de l'excès de zèle. Et donc, s'il leur est permis juridiquement d'aller creuser dans la forêt, ils iront creuser dans la forêt. Et alors après ça, est-ce que ça va déboucher sur du développement en Ouganda? Ben non, l'expérience des pays africains, des pays en développement, montre que les chances que ça se passe sont quasi nulles. Et alors, étant donné la nature du régime en Ouganda, encore plus, il ne faut pas se leurrer. Mais c'est l'argument classique de ils vont recevoir des milliards, à eux d'en faire bon usage. On sait bien qu'ils ne vont pas en faire bon usage, mais voilà, il n'y a rien qui interdit à Total d'aller le faire. Et sur les relations de Total avec l'Ouganda, je n'ai pas d'informations particulières. Je pense que c'est des relations normales qu'une grande entreprise entretient avec un État hôte. Il doit signer des contrats pour avoir des licences. Voilà, c'est normal. L'ambassade de France, aucune idée. Sur l'Angola, qu'est-ce que change le retrait de l'OPEP? Rien. À la limite, ça va même plutôt... donc, l'Angola n'est pas content des quotas qui lui sont attribués parce que il voudrait pouvoir produire un peu plus. Effectivement, les entreprises privées qui sont là, elles ne sont pas très contentes quand un pays décide de restreindre sa production. Ils ont investi des milliards qui sont rentables s'ils peuvent produire. Si après on leur dit « merci d'avoir investi, mais en fait vous ne pouvez pas produire », ils ne sont pas contents. Donc j'imagine que Total est plutôt content que de le voir sortir de l'OPEP, mais en réalité, ça ne va pas vraiment changer grand-chose. Ils produisent autant qu'ils peuvent. Point. Très bien, Monsieur Weber. Oui, merci Monsieur le Président. Je ferai référence, si vous le voulez bien, à un article paru en 2007 intitulé « Pétrole, facteur de violence politique » où vous écriviez que la rente pétrolière dans les pays producteurs participe à des mécanismes de déstructuration économique. Et vous expliquez dans cet article que la rente tirée de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures tend à rendre toute activité économique, agricole ou industrielle non compétitive, voire à la faire disparaître. Vous supposez alors une corrélation négative entre la croissance économique et l'exploitation du gaz et du pétrole. Vous alliez, par ailleurs, vous considériez que le pétrole comme facteur d'instabilité politique. En réalité, je souhaiterais savoir si cet article de 2007 et le constat que vous faisiez à l'époque, si vous le partagez encore aujourd'hui, si vous le semblez encore pertinent aujourd'hui, et pensez-vous qu'une compagnie pétrolière peut, au-delà des seuls enjeux économiques, détenir une véritable responsabilité politique et une influence sur le développement administratif et institutionnel d'un État souverain? Alors, je ne changerai pas une ligne de ce que vous avez dit, un mot, même à une virgule. Je peux vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que dans un pays qui commence à produire du pétrole, du gaz, du diamant, de l'uranium, etc., c'est un marché qui est mondial. Il va le vendre sur un marché. Il va recevoir en échange des dollars, parce que tout ça se négocie en dollars. Et cette entrée de dollars dans l'économie nationale a un effet sur le taux de change réel de sa propre monnaie qui s'évalue. Si la monnaie locale d'un pays s'évalue, ça signifie qu'il devient de moins en moins compétitif. Donc en pratique, ça veut dire que la production locale devient moins compétitive
que la production importée. Et donc, petit à petit, ce qu'on voit, c'est que dans tous ces pays, ça devient simplement plus rationnel d'importer ce dont on a besoin plutôt que d'essayer de le fabriquer soi-même. Prenez à nouveau tous les pays que j'ai cités tout à l'heure, l'Arabie Saoudite, ils ne produisent rien d'autre que du pétrole et du gaz. Ils ne seraient pas rentables. L'Algérie, c'est la même chose. Ils ont essayé de se diversifier. C'est très compliqué, ça ne marche pas. Alors, la Norvège, le Botswana sont des bons exemples de pays qui ont réussi à sortir de cette malédiction. Ça nécessite en fait d'avoir une gouvernance solide. Le problème du pétrole, du gaz, de ces ressources-là, c'est qu'on a plutôt tendance à déstructurer le système politique également. Dans un système normal, alors je ne sais pas si la France est un pays normal, disons que la France est un pays normal, le gouvernement se finance en taxant l'activité économique. Ça ne peut être possible que si les gens acceptent de payer des impôts, il faut qu'ils acceptent, et il faut qu'il y ait une base pour pouvoir le taxer, donc qu'il y ait de l'activité économique. Dans un système pétrolier, il n'y a ni l'un ni l'autre. Le gouvernement reçoit des milliards de la part des compagnies qui opèrent les champs, qui payent des dividendes, des royalties, qui payent des impôts. Le gouvernement de l'Angola n'a pas à se soucier de savoir si la population veut bien payer des taxes. Il n'a pas besoin de ça. Et même si la population ne produit rien comme valeur ajoutée, le gouvernement peut manger du homard et boire du champagne sans aucun problème. Et donc, on a plutôt tendance à avoir une déstructuration des systèmes de gouvernance, alors que c'est justement ça qu'il faut pour pouvoir gérer le problème de la malédiction des ressources. Et juste un dernier mot là-dessus. La puce à l'oreille a été mise dès les années 70 dans ce qu'on a appelé à l'époque la Dutch disease, la maladie hollandaise. Et j'insiste là-dessus pour souligner que ce n'est pas une affaire de pays du tiers-monde, de pays sous-développés. C'est un mécanisme de déstructuration de l'économie qu'on a vu à l'œuvre aux Pays-Bas. Alors aux Pays-Bas, ils avaient les ressources politiques, institutionnelles pour rectifier le cas. Et aujourd'hui, la Norvège, oui, ils produisent du pétrole, mais ils payent l'essence encore plus cher que nous. Alors maintenant, ils en ont de moins en moins besoin. Tout le monde travaille en Norvège. Normalement, c'est un pays normal. Ils ne sont pas là tous à attendre en se disant le pétrole va faire et le gaz vont permettre des revenus. Ils ont des revenus supplémentaires, mais ils se gardent bien de l'injecter tel quel dans l'économie. Ils ont ce qu'ils appellent un fonds pour les générations futures. C'est une manière de thésauriser les revenus et justement d'éviter cette distorsion monétaire qui est à la base de la malédiction des pétroles. Qu'est-ce que peut faire une compagnie pétrolière? Alors, c'est toute la limite de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises. Oui, elles disent tous qu'elles œuvrent en faveur des droits de l'homme, du meilleur respect de l'environnement, etc. Après ça, elles restent dans le cadre de la loi et puis certaines essayent d'aller un petit peu plus loin, d'autres un peu moins loin. Ça ne fait pas, in fine, des très très grosses différences. Elles pourraient, mais c'est à nouveau plus dans des obligations légales, être plus transparentes sur les revenus qui sont versés aux États. Elles le font maintenant parce que c'est devenu des obligations légales, mais au-delà de ça, c'est effectivement compliqué et ce n'est pas leur rôle, probablement, à une entreprise d'aller expliquer à un gouvernement comment il doit se comporter. Alors, on voudrait bien qu'il soit un peu plus diligent face aux dictateurs, mais on n'aimerait pas non plus qu'ils soient en train de dire à un gouvernement comment eux, ils pensent qu'ils doivent se comporter. Donc, où est la limite, c'est compliqué. On va essayer, d'aller un peu plus vite, parce que, évidemment, nos invités sont là depuis un moment, les suivants, et je crains de ne plus avoir grand monde à la fin de la deuxième audition, si ça continue. Marie-Claire Carrère-Gé. Très rapidement, question simple. Est-ce qu'il y a des compagnies qui sont plus exigeantes que Total dans le monde en termes de RSE? Et quel est le positionnement de Total? Vous avez parlé des techniques d'extraction, torsage, etc. Comment ça se situe? Est-ce qu'il y a des compagnies exemplaires? Et est-ce qu'il y a au niveau international, comme dans le mining, un effort pour élaborer des guidelines de due diligence, comme l'a fait OCDE pour le mining? Est-ce que ça existe? Ouais. Est-ce qu'il y a un parallèle et est-ce qu'il faudrait le faire? Alors c'est très difficile de juger parce qu'il y a des aspects sur lesquels Total est probablement
un bon élève, d'autres où c'est pas terrible. Les acteurs européens sont plutôt plus soucieux de ces problématiques, notamment environnementales, que les Américains. Les pays en voie de développement, c'est encore pire. Et au sein des Européens, je dirais que Total, c'est plutôt mieux que l'italienne Eni. C'est à peu près la même chose que Shell et BP. C'est probablement un peu moins bien qu'Equinor, les Norvégiens, mais tout ça, ça se vaut. Hein. Enfin, Et puis après ça, oui, sur certains points, ils peuvent être mieux, et puis sur d'autres, ils peuvent l'être moins, parce qu'un régime politique évolue en Birmanie, au Mozambique, etc. Donc, c'est très difficile. Votre deuxième question, pardon ? Est-ce qu'il y a Ah oui, alors, est-ce qu'il y a des règles? Alors oui, de plus en plus, notamment au point de vue de la transparence financière, il y a des obligations. Au niveau européen, il y a des obligations de due diligence. Donc, oui, il y en a qui sont... Alors, c'est plus ou moins large sur la transparence et surtout le secteur extractif. Parce que les problématiques des mines ne sont pas forcément très éloignées des problématiques pétrolières, gazières. Sur les questions sociales, alors le social, c'est pas très problématique, hein, mais oui, il y a des guidelines plus ou moins... Il y a tout, hein, il y a tout. Il y a des trucs qui sont volontaires, d'autres qui sont plus obligatoires. Monsieur Barros. Merci, Monsieur le Président, merci pour cette présentation. Malgré les accords de Paris, parce qu'ils ont lieu quand même, Total Energy continue toujours d'investir massivement, et vous l'avez bien expliqué, dans les énergies fossiles. L'entreprise a changé de nom, Total Energy se présente désormais comme un groupe multi-énergie, pour répondre justement au marché, mais cette affirmation masque la réalité d'investissement réalisé par le groupe. En 2025, Total Energy sera la deuxième majeure pétrolière en termes d'expansion et de CO2 émis, ceci derrière ExxonMobil. Total Energy a une stratégie de croissance pour protéger sa capitalisation boursière et semble, comme d'autres entreprises du secteur, investir toujours davantage pour maintenir et conforter la demande mondiale. Tout semble fait pour retarder au maximum la fin de l'exploitation de gisements. Il y aurait donc aujourd'hui une forme d'attentisme qui nous conduit dans le mur. Je dirais, c'est pas tant le mur, c'est l'explosion du thermomètre, les 1,5 degré dans le cadre des COP. Quelle solution, et vous l'avez un peu exprimé, c'est vrai qu'on tourne autour un peu de ce sujet, de quelles solutions les États disposent-ils, on pourrait le dire s'ils le souhaitent, pour contraindre les majors pétrolières et modifier leur stratégie commerciale. En effet, l'offre, la demande, on sent bien que l'offre génère aussi de la demande et vice-versa. Et là, il y a certainement un levier de ce côté-là. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf peut-être à la fin. Non, ils n'ont pas vraiment d'impact sur la demande elle-même. Là où ils ont un impact, éventuellement, c'est de se dire, s'ils produisent plus, le prix va baisser, donc les consommateurs vont plus consommer. En réalité, le pétrole, c'est pas quelque chose où il y a une élasticité prix très importante. C'est-à-dire, le prix à la pompe peut doubler, vous n'allez pas diminuer de moitié votre consommation parce que vous êtes obligé de prendre la voiture. Mais à l'inverse, même chose. C'est pas parce que demain le prix du pétrole baisse que vous vous allez dire je vais faire 3 fois le tour du périph' plutôt que 2. Alors, après ça, oui, il y a la demande qui est des arbitrages entre est-ce que j'achète une voiture électrique, est-ce que j'achète une voiture à essence, est-ce que j'achète une grosse voiture ou une petite voiture. Mais à nouveau, c'est pas directement Total ou même les grosses compagnies qui peuvent avoir un impact là-dessus. Alors là où ils jouent un jeu, c'est de faire croire que c'est naturel de continuer à avoir du pétrole. J'ai montré les scénarios faits par des agences respectables. L'OPEP fait aussi ses scénarios. Total fait aussi ses scénarios. Et là, dans les scénarios des pétroliers, en fait, on continue allègrement à consommer du pétrole. Donc, c'est pas qu'ils y croient, c'est qu'ils envoient un message disant c'est normal d'aller dans cette direction-là. On va diminuer, mais pas beaucoup. Alors qu'il faudrait de toute façon diminuer beaucoup. Mais à nouveau,
c'est en jouant sur l'offre et pas sur la demande et pas sur l'offre qu'on y arrivera. Total s'adaptera. À nouveau, Total, ils sont là pour faire du pognon. Pardon ? Ça commence déjà, en effet, ils s'adaptent. Oui, et donc ils investissent. Alors ils sont très contents de le publiciser. Hein, ils investissent un peu dans le solaire, dans les batteries, etc. Alors, c'est 4 milliards sur 20. Voilà. Allez. Enfin, on peut contester les chiffres, c'est pas les miens, et j'ai sourcé tous mes trucs, hein, mais voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. Il y a 20 ans, c'était proche du zéro, hein. Donc voilà. Maintenant, est-ce que ça va assez vite? Bien sûr que non. Est-ce que si Total demain arrêtait de produire du pétrole, est-ce que réellement on prendrait moins notre voiture? C'est ma question. Ben non. L'offre serait probablement pourvu par quelqu'un d'autre, si le prix ne change pas. Monsieur Folliot. On pourrait aussi se dire que si toutes les majors du pétrole sortaient des énergies fossiles, y compris du gaz, en investissant sur les énergies renouvelables, on aurait une transition énergétique beaucoup plus rapide. Alors, oui, mais et à nouveau, ces gens représentent 10% de l'offre. Alors, mais oui, bien entendu que si tout le monde envoie le même message, ça fait avancer le schmilblick plus rapidement. Hein. Bon, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce sera difficile pour notre commission d'enquête. Voilà, Monsieur Folliot, parce que notre influence sur BP est assez faible. Monsieur Folliot. Merci, Monsieur le Président. Merci tout d'abord pour votre présentation. Juste, si j'ai bien saisi les chiffres que vous nous avez donnés, Total est un acteur, somme toute, presque secondaire, tout au moins relativement moins important quand on compare avec la compagnie nationale saoudienne. Et c'est un élément important. Moi, je voulais vous poser une question sur un des éléments et un des enjeux. Par rapport à la loi Hulot, est-ce que vous ne considérez pas que notre pays est dans une posture qui est une posture hypocrite et égoïste, en ce sens qu'on interdit toute exploration, exploitation d'énergie fossile sur le sol de notre pays, tout en n'interdisant pas des importations, bien sûr, parce que on en a besoin. Et que donc, dans ce cadre-là, quand on regarde, et moi j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois, dans le cadre d'une mission sénatoriale, et encore il y a une quinzaine de jours, sur le plateau de Guyane. Vous parliez de malédiction du pétrole. Bien sûr, sur un pays comme le Guyana, le pétrole peut être considéré comme une malédiction au travers des menaces du Venezuela sur la province de l'Essequibo. Mais c'est aussi une opportunité, et par rapport aux échanges que nous avons eus avec mon collègue François Bonneau il y a une quinzaine de jours avec le président Irfan Ali du Guyana, il y a toute une stratégie, j'allais dire entre guillemets, pour caricaturer à la norvégienne que veut développer ce pays, pour essayer de sortir de son sous-développement, de protéger sa forêt équatoriale, et essayer d'avoir une dynamique de développement tout à fait intéressante. Mais voilà, moi, c'est sur ces éléments d'enjeu, je veux dire, par rapport aux questions géostratégiques, et j'écoute les remarques de nos collègues guyanais qui disent, somme toute, sur ce plateau des Guyanes, il y a des ressources au Guyana, il y en a au Suriname qui ont été découvertes, il y en a au Brésil, et puis en Guyane française, il n'y en a pas, ou on ne veut pas les voir. Alors, sur votre première question, est-ce que Total est un acteur mineur? Non. C'est plus important que sa part de marché ne laisse le suggérer. Alors, en production, ils ne sont pas très importants. Là où ils sont importants, c'est que les compagnies internationales du genre Exxon, Total, BP, Shell, etc., n'ont pas du tout le même profil que les grosses compagnies nationales, dans le sens où elles ne sont, les compagnies internationales sont verticalement intégrées, donc elles sont actives sur l'ensemble de la chaîne de valeur, là où Saudi Aramco, ils sont très gros en Arabie Saoudite, et puis c'est tout. Ils ne sont pas des acteurs internationaux. Ils investissent au fond assez peu dans la recherche, l'exploration-production, et c'est pas eux qui développent les technologies. Donc les moyens technologiques qui sont mis en œuvre, c'est le fait des grandes entreprises privées et plutôt les grosses. Alors, pas simplement les compagnies pétrolières, c'est aussi les parapétroliers, les Schlumberger, les Technip,
compagnies françaises qui passent leur temps à essayer d'améliorer les choses pour produire plus. Mais donc l'influence d'un acteur comme Total, c'est pas uniquement réductible à sa part de marché de la production, c'est quand même beaucoup plus large que ça. Sur le fait qu'on interdit en France, mais qu'on importe, alors c'est purement symbolique. Même si on essayait de produire autant qu'on peut en France, ça serait une gouttelette par rapport aux besoins de la France et rien du tout par rapport à l'ensemble de la production mondiale. Ce qu'on fait ici, c'est avec une loi pareille, c'est d'envoyer un message, de dire on fait un effort de notre côté. Au fond, ça ne change rien, ni sur la consommation. Est-ce que vous prenez moins ou plus de votre voiture grâce à la loi Hulot? Bien sûr que non, ça ne change rien. Et en termes de production et de prix sur le marché, ça ne change rien non plus. Est-ce que ça donnerait des ressources supplémentaires aux régions? Peut-être à la marge, mais vraiment pas grand-chose. Et quant au Guyana, alors ça sort de... Moi, je connais bien l'Afrique, je connais moins l'Amérique latine et pas du tout le Guyana. Je peux vous croire sur le fait qu'ils disent mettre en place toutes les mesures de sécurité, de sauvegarde pour s'assurer que l'argent qui va être généré va servir au développement, pour s'assurer que la production ne causera pas de dégâts environnementaux. Tous les pays le font, tous. Ils ont tous le même discours. Ce qu'on peut constater, c'est que, au final, dans la réalité, dans, je dirais, 8 cas sur 10, ça tourne plutôt au désastre et c'est plutôt une malédiction. Alors peut-être que, miraculeusement, le Guyana va faire mieux que tous les autres. Malheureusement, l'expérience en général, c'est pas celle-là. Hein. À nouveau, regardez le voisin vénézuélien. Ils ont les plus grandes réserves de pétrole du monde. Dans quel état est l'économie? Dans quel état est le pays? Dans quel état est le régime? Voilà. Merci de nous dire que nous sommes battus, nous avons voté des lois qui ne changent rien. Monsieur Grosvalet. Oui, dans cette vision planétaire, globalisée, mondialisée, ultralibérale que vous nous décrivez, si on rapporte ça à l'espace hexagonal et donc à la stratégie en France à la fois d'approvisionnement, mais aussi, puisque Total est aussi un transformateur et un distributeur, quelle est à la fois la stratégie de notre pays dans cette vision globalisée pour assurer son indépendance, et quelle est la place de Total, pour le coup, dans l'espace hexagonal, dans cette stratégie? Alors, je tiens à préciser que je parle de ce monde globalisé parce que j'essaye de vous décrire le monde tel que je le vois. C'est sans jugement de valeur. Je ne vous dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Chacun peut juger, enfin, et moi également, j'ai le droit de juger, mais c'est pas ça qui est la question. Ce que j'essaye de montrer, c'est comment ça marche. Et donc, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte comme réalité pour pouvoir légiférer, pour pouvoir atteindre un but, quel que soit ce but. La France, je ne connais pas la législation. Oui, il y a des obligations qui concernent pas uniquement Total, qui concernent les acteurs pétroliers. Une des obligations, c'est notamment de faire du stock, d'avoir des réserves stratégiques. Donc, on a en France, comme dans tout, c'est une obligation, pas en France, mais dans tous les pays de l'agence internationale, en gros de l'OCDE, les Chinois font ça aussi, c'est d'avoir 3 mois de réserve. Donc même si demain on arrête de recevoir du pétrole de l'étranger, on a de quoi tenir, entre guillemets, l'équivalent de 3 mois de consommation. Puis ça s'arrête, hein, mais voilà. Et donc ça, c'est des obligations qui sont données aux opérateurs pétroliers qui sont présents sur le territoire, d'avoir des moyens de stockage, etc. Je ne connais pas les détails de qui paye quoi et comment s'organise la loi en la matière. Par contre, pour la stratégie d'approvisionnement de la France, la réalité, c'est que la France, comme tous les pays à part la Chine, profite et dépend du système libéralisé et mis en place par les États-Unis. C'est eux qui sécurisent les routes pétrolières en pratique et qui font en sorte que ce pétrole arrive. Les liens entre Total et l'État français,
elles sont aujourd'hui celles d'un État avec une grande entreprise. C'est pas beaucoup plus. Total ne se soucie pas forcément d'approvisionner la France. Si demain les Français ne veulent plus payer leur pétrole au même prix que les autres, Total va arrêter de leur vendre. Hein. Le prix, c'est le même pour tout le monde. Donc si vous voulez payer, Total vous le vendra. Si vous ne voulez pas payer, Total vous le vendra pas. Voilà. Allez, une dernière intervention. Oui. Merci. Vous avez évoqué, évidemment, et vous venez de l'évoquer, est-ce que la stratégie actuelle de Total Énergie en matière de réduction de l'empreinte carbone correspond à ce qui a été décidé par la France, notamment lors des accords de la COP? Alors ça, c'est un grand débat des stratégies environnementales des compagnies pétrolières et de Total en particulier. Total dit on va être neutre en carbone d'ici 2050. Neutre en carbone, c'est pas qu'on ne va plus émettre d'émissions, mais ça veut dire que les émissions résiduelles, on va les compenser. Il y a déjà des grands plans sur la comète qui sont faits sur des technologies qui aujourd'hui n'existent pas vraiment, comme le captage et le stockage de CO2. Ça n'existe pas et ça pose des vraies questions. C'est que le stockage, qu'est-ce qu'on en fait au bout d'un moment, hein, ça va, voilà, on ne sait pas. Mais c'est ça qui permet de dire qu'on va être neutre. Ce que dit Total en disant « je vais être neutre », c'est ce qu'ils appellent leur scope 1 et 2, c'est-à-dire quelles sont les émissions qui sont générées par mon activité. Okay. Et là, ils s'engagent à éliminer le torchage, à faire en sorte que, en gros, il n'ait plus d'émissions. Ils ne disent pas, bien entendu, qu'est-ce qui se passe avec ce qu'ils produisent, en disant c'est le consommateur final qui va brûler le pétrole et le gaz que j'ai produit et qui est donc responsable des émissions. C'est évidemment un petit peu hypocrite, mais ça, c'est le scope 3, et c'est bien pour ça que c'est aux législateurs, à mon sens, d'œuvrer et de se focaliser là-dessus, c'est faire en sorte que les consommateurs finaux, qui sont ceux qui émettent du CO2 en brûlant le pétrole de Total ou les autres, cessent d'utiliser du pétrole et du gaz. Hein. Et donc ça, c'est organiser la transition, en particulier sur le transport, et puis sur le gaz. La mesure qu'il faut faire, c'est isoler les bâtiments. Hein. Commencer par celui-ci, mais commencer par les bâtiments publics. Et voilà, et puis aider les gens à isoler leur maison. Et alors, c'est gagnant sur toute la ligne. Vous diminuez vos émissions, vous faites des économies, c'est de l'emploi local. Enfin, ça n'a que des avantages. On ne le fait pas. Ou on le fait à un rythme de tortue. Merci. Allez, là, je vais devoir lever cette première audition, sinon la deuxième va être Spoutnik. Merci à vous de cette audition. Merci de vos réponses. Je conseille à nos collègues d'être plus ramassés pour la deuxième audition, sinon je ne suis pas sûr de ne pas finir tout seul. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je les ai donnés. Donc, ça a été envoyé par mail. Ça a été envoyé par mail. Merci infiniment, en tout cas, de tous ces éléments. Merci pour votre invitation. Merci. Au revoir.
avant l'audition, Madame Sophie Primas doit nous faire une courte déclaration. Oui, je vais essayer de la faire très courte. Merci, Monsieur le Président. Conformément à une saisine du comité de déontologie, je voudrais vous faire part d'un certain nombre d'éléments me concernant sur cette commission d'enquête. J'ai saisi le comité de déontologie car je voudrais porter à la connaissance de la commission que mon fils exerce une mission de chef de projet méthanisation en région Auvergne-Rhône-Alpes dans la société Fonroche Énergie Biogaz, qui est une filiale à 100% de Total Énergie. J'ai donc interrogé le comité de déontologie pour savoir si je devais me déporter complètement de cette commission d'enquête ou si je pouvais continuer. Le comité de déontologie m'a demandé d'abord de faire cette déclaration devant vous, à considérer que je n'exerçais pas de fonction dans la commission d'enquête de présidente ou de rapporteur, qu'il s'agissait que mon fils occupe un poste opérationnel dans une filiale, dans une région et non pas du tout au siège du groupe, d'ailleurs que je serai totalement étanche par rapport évidemment aux travaux de la commission comme avec toute autre personne, et que la production de gaz renouvelable en France ne fait pas partie des principales questions soulevées par la résolution qui tendent à créer la commission. Donc je voulais vous informer de cet état de fait, et évidemment si dans le cadre de nos travaux nous étions amenés à parler de cette entreprise du biogaz ou d'une entreprise qui pourrait être concurrente de Fonroche Énergie, je me déporterai, Monsieur le Président. Voilà. Merci, Madame Primas. Et bien, dans le même ordre d'idées, une déclaration du rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Le comité de déontologie qui s'est réuni en amont de cette commission d'enquête a aussi fait des recommandations me concernant. Lors de la campagne présidentielle, j'avais dénoncé le maintien de Total en Russie après l'invasion de l'Ukraine. Total Énergie a porté plainte en diffamation et de fait, je suis dans un contentieux juridique avec Total sur les activités de Total en Russie. Donc le comité de déontologie m'a demandé de me déporter de ce sujet. Donc, dans le cadre de cette commission d'enquête, quand sera abordée la question de la Russie, et évidemment la question de la Russie sera abordée, je resterai évidemment déporté de ce point de vue-là. Merci.